Ensemble, aujourd'hui, dans votre émission littéraire, nous allons parcourir les pages du livre 53 cm de Bessora. Bessora est née en Belgique en 1968 de père gabonais et de mère suisse. Elle a grandi en Afrique, en Europe et aux États-Unis. Elle a vécu à Paris où elle a préparé un doctorat en anthropologie après avoir fait HEC en Suisse et travaillé comme consultante. 4e de couverture. Je suis pénisopige, me déclare-t-il. Es-tu staétopige, plaît-il. Tu es de race staétopige si et seulement si le périmètre horizontal de ton postérieur dépasse 791 mm. La staétopigie est un caractère racial révélé par Cuvier et Montandon, des naturalistes célèbres et reconnus. Il faut connaître ces classiques. Alors, as-tu les fesses assez grosses, oui ou non? Hélas, non. Qui est-on quand on est Zara, fille caramel d'un Gabonais noir, teint en noir, ou d'une Helvète blanche teinte en blond? Et de quelle race surtout? Sans identité, sans papier, pas loin de rejoindre les sans-domicile fils, sans emploi, sans le sou, sans grade et autres sans amour. Zara rame pour acquérir pour elle-même et sa petite Marie Crevette un droit à l'existence. Petite fille de Raymond Queneau et Alfred Jarry, Bessora propose ici une satire mordante d'une société déboussolée, s'entortillant dans la gestion des flux migratoires. Farce réjouissante, 53 cm est un roman délirant et ubuesque qui swingue sur le racisme bureaucratique et l'intolérance ordinaire. La porte sonne. Mia ouvre. Gwen, sa meilleure amie, entre dans l'appartement. Blanche sud-africaine, blonde, longue, oblongue, Gwen habite Passage de la Main d'Or dans le 11e arrondissement de Paris. Étoile montante du petit écran, elle est en ce moment l'héroïne d'un swap intitulé « L'amour sans papier ». Elle joue une clandestine somalienne poursuivie par de méchantes potières, exciseuses et harcelée par des administrations françaises castratrices. Heureusement, l'amour d'un créateur de mode mi-italien, mi-chinois et spécialisé dans l'encorsetage des bourgeoises parisiennes la sortira des griffes de tous ces méchants après 2000 épisodes pleins de rebondissements. Les potières se recycleront dans la circoncision, les administrations dans la chasse aux sorcières exciseuses. La Somalienne finira top modèle et écrira une thèse sur la sorcellerie en Haute-Saône. Ce soir, Gwen entre en scène sur les planches de la cuisine de Mia, kitchenette, boudoir aux murs stériles où, hormis l'accomplissement hebdomadaire du rituel de la tatin, je tiens mon rôle de griotte. Le soir, à la veillée, je compte mon épopée. Au dernier épisode, je me proposais de prouver ma maternité par un certificat de pénétration antidaté. Car je ne suis plus vierge. Il est donc possible que je sois mère, n'est-ce pas? Il est alors possible que Marie soit ma fille et que, donc, elle existe pour de vrai. La CAF s'est juste trompée, n'est-ce pas? Mia, l'air malicieux et le sourire mauve, invite son amie à prendre place dans la cuisinette. Elle ouvre la porte du four, libère la tatin rituelle et la retourne sur une assiette, dévoilant les pommes dorées et suitantes, mollement orfaites. Je découpe la tarte, fourre une pomme caramélisée additionnée d'une noix de crème fraîche dans ma bouche et m'assieds à côté de ma sœur, une faussette rigolant dans sa joue droite. Mia me demande: m'as-tu apporté ton certificat de pénétration antidaté? Gwen croque dans sa tranche de gâteau et coquine me repose la question de son regard agenté comme l'océan, de ses yeux gris tempête qui ont noyé quelques marins présomptueux. Je réponds: en pays de Galles, la future reine est vierge. Le certificat de virginité prouve la présence de l'hymen. S'il existe des certificats de virginité pour les royaumes, aux princes de sang, pourquoi pas des certificats de pénétration
pour les hordes de gueux de sang. Votre honneur, c'est une solution à la surcharge pondérale de l'organisme. En échange de ma présomption d'innocence, je vous débarrasserai de ces excédents oxydables et adipeux que sont les sangs. Stoppez les graisses, dit Mia. Fichtre, fait Gwen. Votre pénalité, cannibalisez-moi. Ne laissez pas les asticots me manger. Offrez-moi les grâces de votre panse distendue. Renierez-vous votre père, votre mère, votre naissance? Ces choses faites, votre pénibilité. Gwen bondit de sa chaise pour plonger dans ce bain non encore identifié. Vindicative, l'index pointé sur mon front, décidément bien bas, elle somme. Abjure, déjà vaincue parce que assise, je m'agenouille devant elle. Je n'ai pas de confession. Votre majestueuse sainteté, mais j'embrasserai celle qui vous siera. Ainsi soit-il, souffle Gwen attendri. Je détaille mon frère à sa satiété, votre inoxydable débilité. Je vous fais don de guerriers dévoreurs de virus sans un régiment d'enzymes gloutons. Vous admettrez alors la maternité en échange de mon âme absolue, le certificat de pénétration antidaté pour sang. Mais les sangs sont des fornicateurs forcenés, crie son honneur scandalisé. En effet, consentais-je, délivrons donc, sur présentation de ce certificat, des permis de procréation limités. Continuez, jeune mère. Un peu de badois? Non, de la Vichy s'il vous plaît. Il y a dans le fait de délivrer des permis de procréer une contradiction, ma foi fort intéressante avec la première loi, celle qui stipule la nécessité d'être marié pour être parent. Oui, votre obsolescence. Un enfant ne peut pas naître d'un parent singulier. Or, un sang étranger, même marié, est catalogué célibataire à moins qu'il ne dépose une demande d'agglomération tribale. Ces demandes, remarque son honneur, sont rarement acceptées. Les indigènes n'apportent pas la preuve de leur humanité. Oui, abonde Gwen, car l'humanité, dans certains cas, est une circonstance atténuante de l'étrangeté. Mais l'étrangeté, retorque son honneur, est une circonstance aggravante de l'humanité. Les étrangers sont en général de faux humains. De la même manière, complétai-je, que la flagellité n'est pas un gage de pète. Mais si les étrangers sont de faux humains, quels vrais sont-ils? Peu importe, opine sa satiété. En vertu de la première loi, les indigènes mariés et parents demeurent célibataires sans enfants. Donnons-leur un permis de procréation limité, reproposai-je, de sorte qu'ils se mettent en infraction avec la première loi et expulsons-les. Parfait, dit son honneur, on paquera leurs petits en zone d'urbanisation putride, ou on les noiera dans une baignoire avec des chatons, suggère Gwen. L'invasion des sangs est en partie stoppée, en partie seulement. Comment la rendre opératoire pour toutes les catégories de sang? M'interroge son excellence lipidique. Je me gratte le menton. Il y aurait la liposuction sous anesthésie. Liposucer l'organisme, n'y aurait-il pas d'effet secondaire? Si, votre éminence grâce, avouai-je, la peau d'orange. Mais pourquoi anesthésier les sangs? Pas les sangs. Il faut anesthésier l'organisme qui, expliquai-je, est une petite fleur délicate et sensible. C'est bien connu, colporte son honneur. Les sangs sont sans sensation. Mais comment mettre en œuvre la liposuction intégrale? Faisons une grosse refonte constitutionnelle, propose Gwen. Rassemblons le peuple autour d'une devise forte, militai-je. Travail, famille, patrie. Mais si ça ne suffisait pas, s'inquiète son honneur, eh bien, la rassurai-je, la biologie nous donnerait des instruments pour fixer un seuil génétique au-dessous duquel l'appartenance à la race organique serait exclue. Instaurons la carte d'identité chromosomique. Pourquoi pas?
mais le seuil génétique doit être assez tolérant pour qu'il nous reste le minimum vital requiert son excellence. Car la mère de mon grand-père est juive autrichienne et son père est à moitié noir des Antilles, peut-être même d'Afrique. Vous vous rendez compte? Je suis navré de vos antécédents bantou négroïdes, mais n'ayez crainte, l'africanité du règne équatorial est soluble dans l'eau. Ou dans Internet si vous n'avez pas d'eau. Et de toute façon, les biologistes sont rationnels. Ils ne parlent plus de race. Et comment donc indigène Eugène? Parce que le racisme, c'est vraiment très vilain. La rationalité est un bien qui s'oppose à la rationalité qui est un mal. C'est tout de leur faute à eux. Les biologistes, les anthropologues, les philosophes. Car, en vérité, il n'y a aucun gène homogène derrière aucune race. Les races sont une illusion de l'esprit et des sens comme la platitude de la terre. Mais la terre est plate, fait son honneur bafoué, la voix tremblante et le regard plein d'effroi. Et pourtant, elle est ronde, déplorais-je, et en plus elle tourne. Non, dit son éminence sentencieuse. Vous vous trompez, je l'aurais senti. En tout cas, dénonçai-je, un Espagnol peut-être plus pigmenté qu'un Nettentote et plus crépu qu'un Soudanais qui peut avoir un enfant blond aux yeux bridés. Je suis désolé, votre honneur. Baissé de rideau, fin de tatin, la veillée est terminée. Je passe aux tâches ménagères. Je descends les poubelles. Au bas de l'immeuble, je croise Keïta de Neuilly, l'animateur afrocentriste de gymnasium, à demi noble et mandingue par sa mère, à demi paysan et bambara par son père. Un homme brun et athlétique l'accompagne. Keïta porte un sac poubelle vert assorti à ses lentilles de contact. Ses cheveux synthétiques sont raides et noirs. Bonjour, bienvenue à côté des ordures, salue-t-il. Ragneux, on habite le même immeuble. Dommage, je vais bientôt déménager sur Paris, rue des Pêcheurs dans le 1er arrondissement. C'est plus près de gymnasium et c'est juste à côté de chez ma mère. Elle fait un excellent cassoulet. Tu viens dîner ce soir? Non, et je n'habite pas l'immeuble, je suis chez des amis. Le brun me dévore de ses 2 yeux verrons. Bienvenue. Merci, lui répondais-je. Chers amis de Parole ou Test, c'est la fin de l'extrait que j'ai prévu lire pour vous. Retrouvez ce livre dans les rayons de la bibliothèque Nicéphore Dieudonné Soglo du Centre culturel artistique Africa à Cotonou. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.